C'est en août 2019 que, fuyant la canicule en leur terroir angevin, mon amie Isabelle Hieronymus et son compagnon Christophe Bourdet se réfugièrent à la fraîche, chez nous à Fermanville en Cotentin dans la Manche. Comme l'année précédente, nous décidâmes de commettre une vidéo de souvenirs et plus si affinité. J'avais dans la bibliothèque l'intégrale de l'œuvre d'Émile Zola et je relisais cet été La Bête humaine. Je proposais alors à mes compagnons un jeu cynique et littéraire, l'enquête improbable d'un inspecteur nommé Milouze sur la mort de Jacques Lantier, le mécanicien de la locomotive à vapeur. Une mort assez différente de celle que je gardais en mémoire d'après l'adaptation du film de Jean Renoir. À l'instar des séries policières télévisées, je distribuais les rôles. Christophe et Isabelle seraient respectivement l'inspecteur Milouze et sa légiste Hieronymus. Je demandais aussi à mes deux amis, Béatrice Bizet et son fils François, comédiens au Havre, d'interpréter une juge et le substitut d'un procureur. S'ajouterait Joël comme le sympathique retraité. Armés de mon seul smartphone et d'un ordinateur portable, nous commençâmes à jouer au fil de l'eau, mêlant scénette et improvisation. Excusez ce chapeau, monsieur le substitut, mais je reviens d'un goûter costuné avec mon petit-fils. Le thème en était Harry Potter. Et moi, je jouais le rôle du professeur Minerva McGonagall. Et où avait lieu ce petit raout? Eh bien, monsieur le substitut, que me vaut cette visite inattendue dans mon château de Fréval-Abbaye? Une couillonnade, si vous me permettez l'expression, madame la comtesse de Grandam, je veux dire madame la juge, mais une couillonnade littéraire, et qui nous est proposée par le ministère de la Culture, et dont on demande comme un service de la résoudre. Mais je croyais la justice indépendante. Il ne s'agit pas d'une affaire d'État, mais plutôt d'une coquette plaisanterie qui pourrait bien, si elle le voulait, faire les choux gras des chaînes d'information en continu, si par malheur elle n'avait pas d'autre chose comme catastrophe à se mettre sous la dent. Alors, de quoi s'agit-il? D'une pseudo-affaire classée. Un cold case, comme on dit dans le jargon. Déterré par l'inspecteur Milouze et Hieronymus, sa légiste attitrée. Encore ces deux-là? Ils ne nous foutront donc jamais la paix, même durant l'été. Mais de quoi s'agit-il? De l'affaire Lantier. Le Lantier du dossier Germinal? Mais non! En vacances, l'inspecteur Milouze, alias mon ami Christophe, avait pris pension à l'Escale, une auberge tenue par madame Schwartz, au Taux de Haut, à Fermanville, dans la Manche. Et il s'emmerdait ferme, privé de sa légiste Hieronymus et de leur cadavre. Inspecteur Milouze, le petit déjeuner est servi. Merci beaucoup. Je suis dans une pension en Normandie entre un Normand maqué et une Alsacienne. Je m'emmerde. Dans Carriole, moi, tu m'emmerdes un peu. Pas Étienne Lantier du dossier Germinal. Jacques Lantier du dossier La Bête humaine d'Émile Zola. Jacques Lantier, le fils d'Auguste Lantier et de Gervaise Macquart, si vous préférez. Mais tout ça figure dans le rapport à la cote 121 dite Assommoir. Hein. Madame Schwartz, avez-vous La Bête humaine d'Émile Zola? Je vais voir si je l'ai dans la bibliothèque. Ah, je crois, ouais, c'est là. C'est ça.
Et qu'est-ce qu'il attend de votre Lantier, notre ami Milouze? Il se propose de réouvrir l'enquête. Eh oui. Mais Lantier est un personnage de fiction. Et justement, le parquet souhaiterait faire un geste en direction de la culture, qui en a bien besoin pour redorer son blason. Le 3 août 2019, rapport de l'inspecteur Milouze sur son ordinateur de service Asus R900V. Les casernes, 50 840, Fermanville, Manche, France. Puis-je avoir un petit cordial, s'il vous plaît? Merci. Il distinguait mal Béqueux. Il avait eu aux jambes à 2 reprises la sensation d'un frôlement, comme si ses doigts se fussent exercés à le prendre là. Mais ce n'était sans doute qu'une maladresse d'ivrogne, car il l'entendait dans le bruit ricaner très haut, casser son charbon à coups de marteau exagéré, se battre avec la pelle. Toutes les minutes, il ouvrait la porte. « Assez !» cria Jacques. L'autre affecta de ne pas comprendre, continua à enfourner des pelletés coup sur coup, et, comme le mécanicien lui empoignait le bras, il se tourna, menaçant, tenant enfin la querelle qu'il cherchait, dans la fureur montante de son ivresse. « Touche pas ou je cogne, ça m'amuse, moi, qu'on aille vite. » Le train, maintenant, roulait à toute vitesse, sur le plateau qui va de Bolbec à Moldeville. Monsieur Bizet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Harfleur et de Saint-Romain? Oh, bah, Harfleur, c'est la banlieue havraise. C'est 6 km du Havre. Hein, Saint-Romain, bah, c'est beaucoup plus loin, c'est 30 km du Havre. Et Bolbec? Non, Bolbec, attendez, non, je me suis trompé. Bolbec, c'est 25 km et Saint-Romain, c'est 15 km du Havre, quoi. Et Jacques, s'étant penché pour abaisser lui-même la tige du cendrier de façon à diminuer au moins le tirage, le chauffeur le saisit brusquement à bras le corps, tâcha de le pousser, de le jeter sur la voie, d'une violente secousse. « Gredin, c'était donc ça, n'est-ce pas? Tu dirais que je suis tombé, bougre de sournois. » Ils s'étaient attrapés à un des bords du Tender et ils glissèrent tous deux. La lutte continua sur le petit pont de tôle qui dansait violemment. Les dents serrées, ils ne parlaient plus. Ils s'efforçaient l'un l'autre de se précipiter par l'étroite ouverture qu'une barre de fer seule fermait. Mais ce n'était point commode. La machine dévorante roulait toujours, et Barentin fut dépassé. Et le train s'engouffra dans le tunnel de Malonnet, qu'il se tenait encore étroitement vautré dans le charbon. Malonnet, je connais de nom, mais je connais bien la région de Bolbec, c'est tout, quoi. Hein. Parce qu'il pourrait y avoir été pendant 30 ans. Et à Motteville? Je connais pas ce pays. Comme il faisait un suprême effort, la main tâtonnante, l'autre comprit, se raidit sur les reins, le souleva ainsi qu'un enfant. « Ah, je comprends, tu veux arrêter. Ah, tu m'as pris ma femme. Va, faut que tu y passes. » La machine roulait, et il continuait sa course au travers de la campagne vide et sombre. La station de Malonnet fut franchie dans un tel coup de vent que le sous-chef, debout sur le quai, ne vit même pas ces deux hommes en train de se dévorer pendant que la foudre les emportait. Et Bolbec et Barentin et le tunnel de Malonnet, ça vous parle? Je ne connais pas. Mais Béqueux, d'un dernier élan, précipita Jacques, et celui-ci, sentant le vide, éperdu, se cramponna à son cou si étroitement qu'il l'entraîna. Il y eut 2 cris terribles qui se confondirent, qui se perdirent. Les 2 hommes, tombés ensemble, entraînés sous les roues par la réaction de la vitesse, furent coupés, hachés dans leur étreinte. Dans cette effroyable embrassade, eux qui avaient si longtemps vécu en frères. On les retrouva sans tête, sans pieds, 2 troncs sanglants qui se serraient encore, comme pour s'étouffer.
Et quel fait permettrait de rouvrir l'enquête? Eh bien, tout simplement, Madame la juge, la relecture par l'inspecteur Milouze de la mort de Jacques Lantier dans le roman d'Émile Zola. Je vous rappelle les faits. Lui, le mécanicien Jacques Lantier, s'est battu avec le chauffeur, un certain Péqueux. Ils sont tombés de la locomotive, ils ont été happés par la machine qui les a tous les deux déchiquetés. Et alors? Isabelle, alias le médecin légiste, Hieronymus, avait pris quelques repos en même temps que Milouze au Maroc, à la Mamounia, le célèbre palace de Marrakech. En plein farniente, elle y reçut un appel de l'inspecteur lui demandant instamment de rentrer afin de l'aider dans son enquête sur la mort de Jacques Lantier. Allô? Allô, ici Milouze. Hieronymus, Oui? nous avons besoin de vous. Nous avons un cadavre sur les bras. Ah, je suis à Marrakech. Je me mets en tenue et j'arrive. C'est un dossier qui s'impose en quelque sorte. Ah bon, ça... Oui. C'est pas clair, cette mort de Jacques Lantier n'est Enfin, pas pour me claire. faire revenir de Marrakech, c'est pas... Mais vous allez comprendre. Eh bien, à la demande de l'inspecteur Milouze, la légiste, Hieronymus, a effectué une nouvelle autopsie virtuelle des morceaux. L'autopsie d'un personnage de roman? Mais comment va-t-on donner le change? C'est une horreur. Un vrai cauchemar. Tous ces morceaux, on dirait un pulse. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça dans ma carrière de légiste. C'est une horreur, un cauchemar. Bon, écoutez, je crois avoir identifié Lantier. Mais est-ce que vous pourriez me relire la description de votre bonhomme dans le roman de Zola? C'est tout à fait possible. Oui, Oui, pas de problème. parce que pour moi, je serais sûre que c'est bien Lantier. Eh ben, Lantier en entier. Voilà, c'est tout. Lui avait levé la tête. Il venait d'avoir 26 ans, également de grande taille, très brun, beau garçon, au visage rond et régulier. Mais que gâtaient des mâchoires trop fortes. Ses cheveux, plantés drus, frisaient, ainsi que ses moustaches si épaisses, si noires, qu'elles augmentaient la pâleur de son teint. On aurait dit un monsieur, à sa peau fine, bien rasée sur les joues, si l'on n'eût pas trouvé d'autre part l'empreinte indélébile du métier, les graisses, qui jaunissent déjà ses mains de mécanicien, des mains pourtant restées petites et souples. Bon, la description de Zola, ça m'avance pas beaucoup, hein, parce que le nez, les moustaches, moi j'ai un tronc, j'ai pas la tête. Et ça va se terminer comment? Quand j'aurai revisité la prose de Monsieur Zola? Parce que moi, vous savez, je lui préfère Maupassant. Dans les histoires ferroviaires en Normandie, c'est moins grand guignol, vous me l'accorderez. Je pense à la balade des prostituées dans la maison Tellier. Bref, comment ça va se terminer, cette couillonnade littéraire, pour reprendre votre expression? Mais par un non-lieu, Madame la Comtesse, non de ton point, par Madame la Juge, je voulais dire par un non-lieu. Désirez-vous une tasse de thé? Mais certainement, certainement. Merci. Et en attendant,
Pourriez-vous me lire la fin de l'histoire de Jacques Lantier, la mort de Jacques Lantier? Avec beaucoup de certainement, Madame la Comtesse. Parce que, vous savez, moi, personnellement, je n'aime pas tellement Émile Zola. Nous, dans notre famille, les militaires, depuis l'affaire Dreyfus... Je vois. Ils s'empoignèrent. Il y eut deux cris terribles qui se confondirent, qui se perdirent. Les deux hommes, tombés ensemble, entraînés sous les roues par la réaction de la vitesse, furent coupés, hachés dans leur étreinte, dans leur effroyable embrassade. Eux, qui si longtemps avaient vécu en frères, on les retrouva sans tête, sans pieds, deux troncs sanglants, qui se serraient encore, comme pour s'étouffer. Une nuit de cet été 2019, pendant le tournage de notre vidéo, mon ami Christophe, alias l'inspecteur Milouz, troublé par son rôle, confia à mon smartphone son ressenti, comme dans un reality show. Moi, j'ai connu Zola vers l'âge de 18 ans, et au début, je n'y ai rien compris. Il a fallu que j'arrive en mon âge plus avancé pour saisir toute la quintessence du meurtre, parce que c'est un meurtre, même s'il il tombe avec Péqueux, c'est un meurtre. Comme moi, l'inspecteur Milouz avait relu La Bête humaine et il se heurtait au fameux passage sur l'hérédité et l'alcoolisme qui traversait le roman de Zola. La famille n'était guère d'aplomb. Beaucoup avaient une fêlure. Lui, à certaines heures, la sentait bien, cette fêlure héréditaire. Non pas qu'il eût une santé mauvaise, car l'appréhension et la honte de ces crises l'avaient seul maigri autrefois. Mais c'était dans son être. De subites pertes d'équilibre, comme des cassures, des trous par lesquels son moi lui échappait, au milieu d'une sorte de grande fumée qui déformait tout. Il ne s'appartenait plus. Il obéissait à ses muscles, à la bête enragée. Pourtant, il ne buvait pas. Il se refusait même à un petit verre d'eau de vie, ayant remarqué que la moindre goutte d'alcool le rendait complètement fou. Et il en venait à penser qu'il payait pour les autres. Les pères, les grands-pères qui avaient bu, les générations d'ivrognes dont il était le sang gâté, un lent empoisonnement, une sauvagerie qui le ramenait avec les loups mangeurs de femmes au fond des bois. Zola, si l'on y réfléchit bien, n'est pas spécialement politiquement correct. Ainsi, l'inspecteur Milouz, avant de classer l'affaire Jacques Lantier, comprit que ce cold case renvoyait à un Émile Zola qui apparaissait sous un jour pas très politiquement correct au regard des vieilles croyances sur l'humanité, survivant ici et maintenant. À la fin du tournage, nous comprîmes tous pourquoi le Dieu de la Bible avait sacrifié son peuple avec l'épisode du déluge pour le purifier au travers de Noé et sa descendance. Pourquoi Staline, Mao et Pol Pot, ces divinités sur terre, découvrant que le peuple n'est pas bon par nature, avaient défalqué du futur meilleur des mondes quelques millions de coquins ingrats qui en infectaient l'utopie. Car comme le faisait dire le dramaturge Bertolt Brecht, ironiquement à un de ses personnages, si le peuple trahissait son idéal, il fallait le dissoudre pour en élire un nouveau. Et ce serait pas plus intéressant pour le ministère de la Culture et des Transports de faire une enquête sur la mort de la Lison? Écoutez. Cependant, la Lison filait à une vitesse moyenne, n'ayant plus rencontré d'obstacles. On avait par précaution laissé allumer les feux d'avant et d'arrière. Et le fanal blanc, à la base de la cheminée, luisait dans le jour, comme un œil vivant de cyclope. Elle roulait, elle approchait de la tranchée, avec cet œil largement ouvert. Alors il sembla qu'elle se mit à souffler, d'un petit souffle court,
ainsi qu'un cheval qui a peur. De profonds tressaillements la secouaient. Elle se cabrait, ne continuait sa marche que sous la main volontaire du mécanicien. D'un geste, celui-ci avait ouvert la porte du foyer pour que le chauffeur activât le feu. Et maintenant, ce n'était plus qu'une queue d'astre incendiant la nuit. C'était un panache de fumée noire, épaisse, qui salissait le grand frisson pâle du ciel. La Lison avançait. Enfin, il lui fallut entrer dans la tranchée. À droite et à gauche, les talus étaient noyés, et l'on ne distinguait plus rien de la voie, au fond. C'était comme un creux de torrent, où la neige dormait, à plein bord. Elle s'y engagea, roula pendant une 50aine de mètres d'une haleine éperdue, et de plus en plus lente. La neige qu'elle repoussait faisait une barre devant elle, bouillonnait et montait en un flot révolté qui menaçait de l'engloutir. Un instant, elle parut débordée, vaincue. Mais d'un dernier coup de rein, elle se délivra, avança de 30 mètres encore. C'était la fin, la secousse de l'agonie. Des paquets de neige retombaient, recouvraient les roues. Toutes les pièces du mécanisme étaient envahies, liées une à une par des chaînes de glace, et la Lison s'arrêta définitivement, expirante dans le grand froid. Son souffle s'éteignit, elle était immobile et morte.